Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table de John Wills. Elle est presque à elle seule le pourquoi de cette chaîne. Je me la gardais de côté pour plus tard, mais au vu des dernières annonces de Lucasfilm qui veut nous gratifier d'un film de plus avec ce personnage, ne serait-il pas temps d'analyser l'étendue de cet échec? Rey Skywalker, Rey Palpatine, est-ce que le personnage de Rey est réparable? Spoiler! Vous le savez, ici, maintenant, bien que je ne vienne pas apporter de vérité car je ne peux pas être certain que ce que je dis est totalement juste, mais je ne viens pas non plus exposer un avis, ni un ressenti, mais une démonstration avec arguments et exemples s'appuyant sur les outils dramaturgiques dont je dispose. Le but de cet essai, c'est bien de vous démontrer à quel point l'écriture de ce personnage est abominable, et que rien, même pas son film à venir, ne peut réparer quoi que ce soit, car elle a déjà défoncé toute la saga. Rey est-elle la Mary Sue tant décriée, dont le parcours n'est ponctué que de conflits simples à résoudre ou juste trop mal écrits? S'inscrit-elle dans un propos cohérent qui aide à construire sa propre boussole morale en s'intégrant aux propos déjà portés par Luke et Anakin Skywalker? Attardons-nous, dans cette première partie, sur le réveil de la Force. Commençons un petit peu par débunker quelques réponses toutes faites. Quand on dit que Rey est trop cheatée, on nous répond souvent que Luke et Anakin, c'était pareil. Est-ce que vous êtes sûr? Comparons leurs premiers chapitres respectifs, Un nouvel espoir pour l'un, La menace fantôme pour l'autre. Luke est présenté comme un jeune homme coincé dans son désert qui rêve de partir et de devenir pilote. Il est un fermier entretenu par son oncle. Anakin est un esclave débrouillard en mécanique qui participe à des courses de modules et essaye de faciliter la vie de sa maman. Rey est une pilleuse d'épaves sur une planète tout aussi déserte et reculée et doit donc se débrouiller seule pour survivre. Il est fréquent dans ce type d'histoire que les personnages principaux aient un petit talent qui les met à part, une ressource secrète cachée. Luke, Anakin et Rey partagent un petit peu le même don, celui du pilotage. Mais, regardez bien, c'est introduit par les dialogues que Luke et Anakin ont déjà pilotés avant. I'm a pilot, you know, and someday I'm gonna fly away from this place. Has anybody ever seen a pod race? They're pod racing on Malastare. Very fast, very dangerous. I'm the only human who can do it. You sure you can handle this ship? Sir, Luke is the best bush pilot in the Outer Rim territories. That's impossible, even for a computer. But it's not impossible. I used to bullseye womp rats in my T-16 back home. They're not much bigger than T-meters. Luke pilote dans les canyons, Anakin durant de multiples courses de pod. Mais malgré ce petit background, regardez, ça fait pas tout. Luke, quand il attaque l'étoile de la mort, survit à Dark Vador grâce à l'aide de Han Solo. Have you not? What? C'est donc une réussite qui est ici bien collective. Hurry, Luke, they're coming in much faster this time. We can't hold them. Where are you? I can't shake him. I'm on him, Luke. Luke montre évidemment des prédispositions, mais il ne peut pas non plus accomplir l'impossible, malgré les dons et sa sensibilité à la force. Anakin, de son côté, lors de la bataille de Naboo, est touché. Et il rétablit involontairement la situation. J'insiste sur le involontairement, et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Anakin a l'habitude, certes, des engins rapides, dans des conditions extrêmes, mais même s'il a tout du surdoué en pilotage et mécanique, déjà il trouve pas tous les boutons tout de suite, il est assisté par R2-D2, et il sait pas trop non plus ce qu'il fait tout le temps. Rey, qu'elle sache piloter, c'est pas du tout préparé par aucun dialogue et aucune scène. Hey! We need a pilot! We've got one! You ever fly this thing? No! This ship hasn't flown in years! Et elle gère tout quasi parfaitement. What are you doing back there? Are you ever gonna fly back? I'm working on it!
Je suis censé croire que piloter ce speeder pour rentrer chez soi, c'est comparable à piloter un vaisseau et abattre des vaisseaux militaires. Et les gars, je sais conduire ma voiture, mais foutez-moi dans un avion de chasse, même pas je décolle en vrai. Bref, elle pilote un vaisseau qu'elle ne connaît pas, qui en plus d'habitude nécessite un copilote, et en plus, l'autre, quand la tourelle se bloque, bah elle vise l'ennemi avec une tourelle bloquée, et... Donc ce petit talent spécial de Rey qu'elle partage avec Luke et Anakin, pardon mais dans le réveil de la Force, elle le sort tout droit du chapeau magique et sans aucune vraisemblance. Thanks. How did you do that? I don't know. Eh ben, au moins ils assument. Confondez pas attention réalisme et vraisemblance. Piloter un vaisseau, même dans Star Wars et même avec la Force, ça s'apprend. Those are the forward stabilizers. And those two control the pitch. You catch on pretty quick. C'est de la vraisemblance. Le réalisme, ça concerne pas vraiment Star Wars, car nous ne sommes évidemment pas dans un univers réaliste, mais un univers qui est quand même construit avec des règles qui permettent une vraisemblance. Sinon, on fait juste n'importe quoi. I don't know. Alors, cette scène, en fait, dans la tête de nos brillants scénaristes, elle est là pour nous montrer le don de Rey avec la Force. D'accord. Sauf que si Anakin et Luke ont aussi ce don, on l'a vu, c'est exposé au préalable, et surtout, malgré leur sensibilité à la Force, Anakin et Luke ne déchirent pas tout le temps, tout seuls comme des grands. Ajoutez qu'en plus que de piloter comme une pro, en plus, elle sait se battre toute seule. Allez, un petit deuxième talent en plus, c'est gratuit, ça fait pas de mal. Et tiens, puisqu'on en a à parler du don de la connexion à la Force, parce que l'essentiel du problème est là. Anakin et Luke ont des dons, oui, mais qui nécessitent la guidance de maître pour les améliorer. Aucun d'eux n'est encore capable de mettre à mal les obstacles, les dangers qui s'opposent à eux, ou en tout cas, pas sans aide. Anakin gagne enfin sa première course, oui parce que je dis enfin, parce que pourquoi ? Parce qu'il n'a jamais gagné une course avant, c'est quand même dit ça aussi. This is so wizard, and I'm sure you'll do it this time. Do what? Finish the race, of course. You've never won a race? Well, not exactly. Not even finished? Kitster's right, I will this time. Comment il fait ça ? Grâce au conseil de Qui-Gon Jinn juste avant. Remember, concentrate on the moment. Feel, don't think. Use your instincts. I will. Luke détruit l'étoile de la mort grâce à Obi-Wan. Use the Force, Luke. Let go, Luke. Qui lui rappelle qu'il faut qu'il se fie à son instinct, sinon il allait rien faire du tout et il allait probablement rater. Et on sait que le reproche principal de Rey, c'est précisément qu'elle a déjà l'air de tout savoir sans avoir besoin de personne. Elle le dit elle-même. I think I can handle myself. Et ça vaut par exemple pour des pouvoirs que Luke a mis quand même 3 films avant de savoir les utiliser correctement. Et alors le bouquet final, c'est la fin, là où je vous le dis, moi franchement j'ai failli quitter la salle, j'étais dans un état d'énervement total, c'est ce duel contre Kylo Ren. J'ai souvent entendu que Rey qui bat Kylo Ren, ça marche pour les raisons suivantes. Il est blessé et perturbé. Elle sait se défendre seule. Elle manie déjà un bâton. Oui, non mais les gars, entre se défendre contre les racketeurs de pompe du coin et un ancien Jedi, faut vraiment que j'explique la différence ou... Pour ce qui est de l'argument, Kylo Ren est blessé et perturbé, je dis foutage de gueule. Premièrement, il envoie voler Rey dans les airs 2 minutes avant. On nous le présente avec des pouvoirs qu'on n'a jamais vus, et d'un coup, il les utilise plus. Il ne se bat que au sabre, pour des raisons qui nous échappent, galère contre un espèce de random, un ancien Stormtrooper qui sort les poubelles. What was your job when you were based here? Sanitation. Et une novice de la Force. Même blessé, ce mec est entraîné depuis des années. Même s'il pète pas la forme, à quel moment je suis censé croire qu'on en arrive à ça ? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? On en revient à une notion essentielle de toute histoire comme une épopée initiatique telle que Star Wars, le conflit. Si Palpatine, Vador, Maul et tous les autres étaient faciles à battre, ils deviennent alors anecdotiques, négligeables et représentent des conflits mineurs. Le rôle de Kylo Ren, apparemment, on me dit, c'est fait exprès. Il est fait pour être pathétique. Niveau écriture, déjà,
ça me pose un souci que l'antagoniste qui devait créer un conflit fort devienne un conflit anecdotique, déjà quasi résolu, en un film. Dark Vador aussi c'est un personnage pathétique. Mais il suffit pas de sortir de son désert pour venir lui botter le cul. Avec Quiche Lorraine, votre héroïne fait face à un conflit mineur qui nécessite un effort mineur, par exemple, fermer les yeux et respirer. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Ah bah ouais, je kifferais de régler mes problèmes par une micro-séance de méditation pour surmonter tous mes blocages internes. Évidemment, je préfère l'épisode 4 où on devine très bien que Luke n'est juste absolument pas prêt à affronter Dark Vador ni physiquement, ni au sabre laser, ni avec la force. Il se ferait juste écraser. À peine tient-il un peu la distance en combat aérien et on l'a vu, sans Han Solo. Au revoir. Et ça donne la sensation que le chemin est encore long, qu'il y a matière à raconter. Luke passe là aussi 3 films avant d'être apte. Ressentir la force par bribes, savoir qu'elle existe, ce n'est pas la contrôler. But I can help them. I feel the force. But you cannot control it. Pour Anakin, je me passe de commentaires, c'est pas lui qui vient rouster Dark Maul parce que ouah, il est trop connecté à la force. On en vient à l'un des messages les plus fumeux du réveil de la force, même de cette postlogie en tant que telle. Croire, et seulement croire, permet de réussir. Rey passe en un film, et sans aucun enseignement tangible, de la pieuse au chevalier Jedi. Certains me disent qu'il suffit d'avoir foi en la force. Parce que... I don't believe it. That is why you fail. Alors oui, je suis d'accord avec Yoda ici, la foi en la force est une base nécessaire, essentielle. Si vous n'y croyez pas, vous échouerez à la maîtriser. Totalement vrai. Mais est-ce que croire suffit? Bah non. Luke croyait vraiment qu'il était capable d'aider ses amis dans l'Empire contre-attaque. Voyez le résultat. Donc croire, ça ne fait pas tout. Vous dire ça, c'est un petit peu vous mentir. Ou si c'est pas vous mentir, c'est vous vendre une réalité qui n'en est pas une et qui peut être en plus nuisible, dangereuse. Star Wars, c'est certes un conte de fées, c'est sans doute un petit peu naïf, mais ça essaie pas juste non plus de nous raconter n'importe quoi en mode positive attitude. Si tu veux, tu peux. La réalité en vrai c'est plus complexe que ça. Je trouve ce message réducteur, simpliste, et en fait je pense même que ça reflète surtout nos envies de tout avoir, tout de suite, maintenant, sans effort, comme ça, juste en croyant. Et vous savez quoi? Je comprends tout à fait, moi aussi j'aimerais être Rey dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et même l'acte même de croire. C'est puissant de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est puissant d'avoir la foi. Vous croyez que fermer les yeux et respirer profondément 30 secondes, ça va suffire? Luke passe quand même plusieurs scènes à lutter avec sa propre incrédulité, à surmonter les croyances limitantes de son éducation passée avant de vraiment voir la force à l'œuvre. Et quand je dis à l'œuvre, c'est même à l'œuvre en lui. Ma croyance en mes capacités, elle se fait aussi par l'expérience, elle se fait aussi par les erreurs qui permettent l'amélioration, c'est par les efforts, c'est par la détermination, mais c'est pas juste l'espoir magique qui résout tout. En bref, autant dans sa confrontation avec les adversaires physiques que dans son initiation à la force, Rey, dans ce chapitre 7, ne se coltine que des conflits mineurs qui appauvrissent l'histoire, le parcours de l'héroïne et empêchent un réel attachement en ce qui me concerne. Pourquoi je mets l'accent sur ces notions de conflit, vous allez me dire? Parce que là, il y a des gens qui vont me dire « Oh là là, les règles dramaturgiques, mais il y en a marre de faire des règles, on peut aussi faire autrement. » Les gars, s'il y a des règles, il y a une raison. Je veux bien qu'on s'en détourne, mais il faut au moins bien les connaître et savoir pourquoi elles sont là d'abord. Le conflit, c'est ce qui va donner un mouvement à l'histoire comme il donne, j'ai envie de dire, un mouvement à notre vie. Il est absolument nécessaire et peut prendre plusieurs formes. Il peut être un obstacle physique. Ce sera alors un conflit, on va dire, externe. Ou un tourment intérieur. Et là, on sera dans un conflit interne, à l'intérieur du personnage, un conflit émotionnel généralement. Ça peut être un désaccord avec un autre personnage, conflit donc externe, mais aussi interne. Un conflit peut être tous aussi en même temps, car conflit externe et interne sont évidemment souvent liés. Le conflit est un problème, une opposition que notre héros doit surmonter pour atteindre son objectif. Si vous avez un objectif sans conflit, dans le type de récit initiatique de Star Wars, c'est un petit peu essentiel, parce que ça va tenir le propos, ça va le nourrir. Si vous n'avez pas d'objectif à atteindre, j'ai envie de dire à quoi bon? Alors attention, je parle ici vraiment de la dramaturgie propre à Star Wars, de la dramaturgie on va dire un petit peu classique, inutile de l'appliquer sur chaque film, comme par exemple des films plus expérimentaux qui ne mettent pas l'accent sur la narration classique, comme celui du monomythe par exemple. Comme celle du monomythe. On dit une narration, merci.
Parce que le conflit et ses conséquences et le propos véhiculé, c'est ce qui va permettre l'identification au personnage. Lorsque l'émotion du personnage en conflit est vécue par le spectateur, un lien de plus en plus proche se crée. Même un personnage négatif qui vit du conflit attire notre intérêt, surtout si on nous l'a rendu sympathique ou que sa motivation est au moins compréhensible. Pour résumer, plus un personnage vit du conflit, plus le spectateur s'identifie à lui. Il ressent l'émotion du personnage. Le pouvoir de l'identification émotionnelle est donc lié au pouvoir de nos émotions et aussi à ce qu'on en comprend, consciemment ou non. Et si le personnage n'avait que des conflits mineurs et faciles à résoudre, eh bien, en ce qui me concerne, et je pense je suis pas le seul, on se sent moins concerné par cette histoire-là. À quoi bon raconter une histoire où tout va bien? À quoi bon avoir une scène où tout va bien? Le seul moment où Rey fait face à un vrai conflit, où elle est enfin en infériorité, c'est sur Takodana. Mais ça durera pas très longtemps, parce qu'elle résiste comme une grande ensuite au sonde mental de notre ami Quiche Lorraine. You're afraid that you will never be as strong as Darth Vader. Vous me direz, la princesse Leia, elle a résisté à Vador. Ouais, c'est vrai. Mais regardez, la mise en scène ne nous a pas montré Leia en train de carrément inverser le rapport de force. Elle n'a pas non plus lu dans les pensées du Seigneur Sith. Puis elle s'est pas échappée toute seule ensuite pour botter le cul à Vador, et ainsi de suite. Et on va voir que, en plus de pas avoir de conflit fort, Rey a aussi des motivations pour le moins obscures. Et si la quête du personnage est incompréhensible, comme je viens de le dire, comment s'y investir émotionnellement? Pourquoi on comprend mieux les parcours d'Anakin et Luke et pas ceux de Rey? Alors, allons-y, commençons. Les parcours d'Anakin, Luke et Rey interviennent dans une intrigue qui est plus vaste. Pour Anakin, une planète subit les affres d'un système politique corrompu et une menace plus sombre semble englober ses intrigues. La démocratie est donc en danger. Avec Luke, on a une galaxie qui subit l'oppression d'un système totalitaire qu'il faut terrasser. Vous voyez, ça tient un peu de ligne, hein. Rey se retrouve au milieu d'une lutte entre une résistance et un premier ordre qui a détruit la République. Et si les objectifs des deux premiers personnages, Luke et Anakin, vont vite devenir clairs, les conflits internes de Rey et sa perspective vont être bien plus brumeux, ainsi que son implication personnelle dans ce conflit galactique. Signe annonciateur d'un personnage en fait qui ne fait que pomper ce qui a marché dans le passé et qui ne sait pas trop quoi raconter en vérité. Regardez comme Luke et Anakin veulent partir à l'aventure, mais comme des éléments extérieurs les en empêchent. Le statut d'esclave pour Anakin, et celui de Luke, c'est plutôt son oncle qui s'oppose à ce départ. And if these new droids do work out, I want to transmit my application to the Academy this year. You mean the next semester before the harvest? Sure, there's more than enough droids. Harvest is when I need you the most. Rey, on sait pas trop si elle veut partir à l'aventure. Il y a ce plan où elle met un casque rebelle à côté de son marcheur quand elle mange, mais en soi, elle n'est empêchée par rien d'extérieur pour partir. Même Finn lui pose la question. Rey, you're a pilot. You can fly anywhere. Why go back? You got a family? Got a boyfriend? Cute boyfriend? None of your business, that's why. Donc c'est elle qui se refuse à partir. Et d'ailleurs, en fait, moi je suis même pas sûr qu'elle ait vraiment d'envie ou d'appel de l'aventure. Tout au plus quelques élans d'enthousiasme quand Han Solo lui propose un travail. Une espèce d'émerveillement quand on lui parle de la résistance ou de Luke. Luke Skywalker. I thought he was a myth. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop son positionnement par rapport à la résistance ou au premier ordre. En fait, moi concrètement, je vous le dis, j'ai plus l'impression qu'on joue ici avec la fibre nostalgique des fans, parce qu'elle n'a aucune raison en soi d'en être émerveillée, que ce soit par les Jedi ou la résistance. Luke, oui, parce que son père c'en était un de Jedi, parce que sa famille a été massacrée par l'Empire. Donc lui, il a des raisons de vouloir rejoindre la résistance. Et Anakin aussi, parce que c'est le moyen d'accomplir son rêve, de devenir un Jedi et libérer tous les esclaves. Regardez, elle veut ramener BB-8 à sa base. Mais pourquoi? Elle est gentille. Bah super, merci, mais c'est un peu mince. Si on regarde bien, l'aventure, elle lui tombe sur les bras toute seule. Elle y a entraîné malgré elle. Shooting at both of us. They saw you with me. You're marked. Well, thanks for that. Que ce soit Luke, donc qui est empêché de partir parce que Owen il a besoin de lui pour l'aider à la moisson. Que ce soit Anakin, que Watto refuse de laisser partir parce que l'enfant est doué pour réparer tout le matériel de sa boutique. Les deux, Anakin et Luke, sont à un moment confrontés à l'offre de partir en compagnie d'un sage. He has been freed. What? I need your help, Luke. She needs your help. I'm getting too old for this sort of thing. Les deux hésitent dans un premier temps.
par sens du devoir moral. Anakin ne veut pas laisser sa mère esclave, et puis en plus il est un petit peu très jeune, donc c'est un petit peu normal que ce soit dur pour lui. Luke ne veut pas laisser tomber son oncle. Mais finalement, les deux finissent par accepter l'aventure. Anakin parce que sa mère lui dit de partir car rien ne le retient ici et qu'il peut se construire une autre vie. Son, my place is here. My future is here. It is time for you to let go. Qu'il doit être courageux, faire son deuil de la séparation et ne pas se retourner. Luke, à contrario, son oncle et sa tante sont morts et donc vraiment plus rien ne le retient. Il part sans même un regard pour Tatooine. I want to come with you to Alderaan. There's nothing for me here now. Mais maintenant, comparons à Rey. Ses parents ont disparu. Elle compte les jours en faisant des muffins. Rien ne la retient d'autre que l'artificialité d'un retour possible de ses parents. Et rien ne nous laisse entendre que ça puisse être le cas dans le réveil de la Force. I see your eyes. You already know the truth. Whomever you're waiting for on Jakku, they're never coming back. Je dis artificiel, et je pèse mes mots, car cette espèce de conflit interne que les scénaristes lui collent ici repose juste en fait sur des miettes. Est-ce qu'elle les a connus? On sait pas, a priori non, mais en fait, en vrai, on sait pas. Qu'espère-t-elle de ces retrouvailles? Elle n'en dit rien. Quel vide cela met en elle, autre que je ne sais pas qui je suis? Parce que rappelons qu'Anakin non plus ne connaît pas son père, ni comment il a pu être engendré. Le mec c'est carrément un mystère, il est carrément mystique, et pourtant Anakin il dépasse cette espèce de questionnement individualiste, un petit peu nombriliste, de qui suis-je en ce monde, mais plutôt que puis-je faire en ce monde? Mom, you say the biggest problem in this universe is nobody helps each other. I had a dream I was a Jedi. I came back here and freed all the slaves. Donc Anakin il est forcément pour moi un peu plus attachant parce qu'il a quand même une part altruiste, malgré ses démons, malgré ses failles, qui nous permettent aussi de nous reconnaître en lui. Mais il a aussi cette part positive, altruiste, qui fait que moi public, je souhaite qu'il s'en sorte. Luke, contrairement à Rey, il a quand même des infos sur son père. Alors il le croit pilote, un pilote standard, et dit texto. I wish I'd known him. Et après il apprend alors qu'il était un chevalier Jedi, ce qui en rajoute bien sûr dans l'idéalisation qu'il lui porte à ce père absent. Mais Rey, on sait pas trop comment elle considère ceux qui l'ont abandonné. Et quand l'appel à l'aventure sous forme de l'appel du sabre laser se fait, Maz Kanata lui dit de laisser tomber le passé pour aller vers l'avenir. The belonging you seek is not behind you. It is ahead. Mais toujours rien sur ce que tu veux accomplir. I'm leaving. En bref, tout ce qu'on a ici, c'est que tout est mis de côté pour le film suivant. Han Solo lui fait une proposition, elle est contente, puis refuse. C'est maigre, il n'y a rien d'autre, parce qu'elle l'explicite pas forcément. If you were, I'd be flattered. But I have to get home. Jakku? I've already been away too long. Chewie? Finn, lui, carrément, il lui propose de fuir l'aventure. I'm done with the First Order. I'm never going back. Rey, come with me. Don't go. Voilà, donc elle veut pas rejoindre la lutte, elle veut pas fuir non plus, et on sait toujours pas pourquoi. C'est très confus, c'est très maigre, comme l'appel du sabre laser, elle le refuse. Pourquoi? I'm never touching that thing again. I don't want any part of this. Ce qui nous donne un personnage qui en fait subit l'aventure, là où Anakin comme Luke sont les acteurs de leur aventure. Donc on voit bien ici que niveau conflit physique, externe, Rey n'a pas à affronter quelque chose de très lourd, et en interne, on dirait que c'est tortueux en elle, mais on sait pas trop pourquoi, donc l'attachement devient forcément un peu compliqué. Nous arrivons donc au terme de cette première partie sur le réveil de la Force. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, pardon. Mais en fait, si vous faites ça, c'est juste pour soutenir mon travail, évidemment, et puis que je m'assure que quand même ça vous plaise. Écoutez, la suite arrive vite. On va parler de plein d'autres choses encore sur Rey dans le réveil de la Force. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!